Et pour cette vue de haut, nous avons le plaisir d'accueillir pardon, excusez-moi, Bertrand Saint-Germain, qui a écrit Prendre les armes aux éditions Le Paul et Marc, mais qui est surtout docteur en droit universitaire. Et nous allons parler avec lui de Robert Badinter. Bonjour Bertrand Saint-Vincent. Est-ce que Saint-Germain, décidément, c'est atroce. Bonjour Bertrand Saint-Germain. Est-ce qu'à votre avis, Badinter mérite le Panthéon ? Bonjour, merci de m'inviter. Robert Badinter mérite certainement le Panthéon au regard des valeurs dominantes de nos gouvernants. Ça ne fait strictement aucun doute. Après, est-ce que Robert Badinter mérite vraiment cet hommage? Je crois que poser la question, c'est apporter la réponse. Alors, Finalement, on va quand même essayer de durer 20 minutes sur la chose. Donc, pourquoi Bertrand Saint-Vincent, à votre avis, le fait d'envoyer Badinter au Panthéon est une mauvaise idée ? Saint-Germain, non, pardonnez-moi, mais voilà, bon. On peut pas le refaire, donc il faut que vous répondiez. Ça nous fera penser à la Saint-Vincent tournante, c'est très beau aussi. Merci. Alors, on veut panthéoniser finalement le symbole de l'abolition de la peine de mort. De la même manière que Jacques Chirac avait voulu faire de cette abolition de la peine de mort quelque chose d'indépassable lorsqu'il l'a inscrit dans la Constitution. Et donc finalement, il y a cette idée que on panthéonise quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Il a mis fin à la peine de mort. C'est un saint laïque, c'est un saint moderne que l'on va honorer des autels de la République. Simplement, ici, l'enquête en canonisation mériterait d'être faite parce qu'on ne peut pas réduire Robert Badinter à son action personnelle contre la peine de mort. Et l'homme, sa vie, son œuvre, possède des zones d'ombre, et en particulier ce combat contre la peine de mort masque ou cherche, et c'est le seul dont on parle, masque la réalité d'un militant politique très marqué à gauche, très marqué par le sens des affaires, et qui a fait beaucoup de mal à la magistrature en général, et au-delà, à la France par l'action qu'il a pu mener, notamment en tant que président du Conseil constitutionnel, après ses 5 années comme ministre de la Justice. Alors, par exemple, en quoi a-t-il été néfaste pendant qu'il était président du Conseil constitutionnel ? Eh bien, il a été l'artisan et il a profondément développé des tendances que l'on avait déjà pu observer dans les quelques années précédant son mandat, à savoir d'un Conseil constitutionnel qui, en quelque sorte, outrepasse son action, met toujours plus de freins, de limites à l'action du législateur et encadre cette action. En particulier, mais il y en a bien d'autres aussi, c'est la fameuse décision du Conseil constitutionnel maîtrise de l'immigration d'août 1993, dans laquelle le Conseil constitutionnel finalement assimile la situation des étrangers en situation régulière à celle des nationaux, notamment sous l'angle de l'accès aux droits sociaux, où finalement le Conseil constitutionnel cherche à limiter, cherche à interdire la possibilité de réserver des allocations sociales aux seuls résidents français ou de l'Union européenne. Ça, par exemple, c'est très important. Une décision donc d'août 93 qui, jusqu'à aujourd'hui, corsette l'action des pouvoirs publics. Et surtout qu'elle a ouvert le robinet en fait à l'immigration continue, puisque donc la France devenait une terre d'opportunités. Il a effectivement limité les possibilités données aux gouvernants d'agir en ce sens. Ça, donc, c'est une grande décision dont les conséquences se marquent jusqu'à aujourd'hui. Robert Badinter contre la peine de mort, il ne faut pas oublier que donc il est né en 1928, mais avant ses 30 ans, il est candidat pour toute la mouvance socialiste. Dès 1967, il se présente aux élections. Il a toujours été, d'abord et avant tout, un militant de gauche. Alors, une certaine gauche, parce que en tant qu'avocat, il a eu à cœur de défendre des gens que le portefeuille mettait beaucoup plus du côté des puissants que l'action de Robert Badinter prétendait défendre les pauvres. Il a défendu des affaires rentables avec ceux qu'on
qu'il aurait dû considérer peut-être comme des ennemis de classe. Et d'ailleurs, il dira lui-même dans l'un de ses essais que son combat pour les faibles, son combat contre la peine de mort, était aussi un moyen de compenser l'action qu'il avait dans le droit des affaires, où il a défendu plusieurs millionnaires, voire milliardaires, avec Jean-Denis Bredin notamment. Le combat contre la peine de mort, c'est sa carte de visite en quelque sorte. Il a d'ailleurs réussi à faire libérer de nombreux assassins. Et puis, si je peux me permettre, on dira que Robert Badinter a mis fin à la peine de mort. Non, 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 il n'a pas mis fin à la peine de mort. Il a mis fin à la peine de mort pour les assassins. Il y a quantité de Français qui sont les victimes de la politique pénale de Robert Badinter. Et puis, comme ministre de la Justice, on a tendance à oublier que 81-86, c'est l'heure de gloire du syndicat de la magistrature, puisque Robert Badinter va mettre dans son cabinet, à la chancellerie, tout autour de lui, des gens qui sont acquis à l'idéologie du syndicat de la magistrature, une idéologie qui, pour faire simple, incite les magistrats à ne pas être impartiaux. Au contraire, il leur demande d'être partiaux, de défendre l'ouvrier contre le patron, la femme contre le mari, le pauvre contre le riche, etc., etc. C'est la fameuse harangue de Baudot. Et cette idéologie qui voit dans le coupable une victime avant d'être un coupable, qui nie finalement le libre arbitre individuel au nom du déterminisme social, déterminisme de classe, déterminisme racial aujourd'hui, eh bien, Robert Badinter l'a largement défendu dans la politique pénale française. Donc, on est en présence d'un militant politique dont le combat contre la peine de mort est légitime. Hein. Être pour ou contre la peine de mort, ce n'est pas une question d'être de droite, d'être de gauche, d'être du centre. Il y a des sensibilités personnelles, on peut comprendre ce combat, mais réduire Robert Badinter à ce combat contre la peine de mort, c'est l'arbre qui cache la forêt, en quelque sorte. Voilà. Et il y a deux choses en fait dans Robert Badinter. Il y a d'une part cette brillante carrière d'avocat d'affaires où il s'en met plein les poches en prenant résolument le parti des riches contre les pauvres. Et donc ça, oui, effectivement, dans la géographie badinterienne, on a tendance un peu à l'oublier. Et il y a son action en tant que ministre de la Justice et en tant que membre du Conseil constitutionnel qui fait que, d'une part, on se retrouve avec une justice légitimée absolument dans son contrôle du politique et d'autre part, une justice absolument légitimée dans sa culture de l'excuse permanente. Est-ce que, à l'arrivée, on ne peut pas considérer que Robert Badinter a produit plus de victimes qu'il en a défendu ? On en connaît déjà un certain nombre, ceux qu'il a défendus en tant qu'avocat et pour lesquels il a obtenu notamment qu'ils ne soient pas condamnés à mort. Il y en a plusieurs dont on sait qu'ils étaient effectivement coupables. La grande affaire qu'il a fait connaître le plus, son dernier combat dans la peine de mort, c'était, évidemment, on est en 1976-77, et il défend un jeune assassin, et on sait que sa plaidoirie aujourd'hui a emporté la vie des jurés, et simplement, et il le dit lui-même, tout son combat était de viser les jurés en leur disant qu'ils seraient individuellement responsables de la peine de mort, de la mort donnée aux coupables, parce que c'est sur eux que ça reposait, alors que il était absolument certain qu'il était coupable. Et donc Robert Badinter a beaucoup joué là-dessus. Mais avant cela, il y en a d'autres qu'il a sauvés. Et dans toute, c'était l'affaire Henry, pardon, Patrick Henry. Et Patrick Henry a reconnu l'assassinat. Toutes les preuves étaient là. Il y a eu également, à la même période, Michel Baudin, qui était lui aussi l'assassin d'un retraité. Il y a eu Mohamed Yayaoui, qui avait tué 2 boulangers. Il les a sauvés. Donc, Robert Badinter a une action très forte qui a des conséquences directes sur les Français. Donc, je dis, il faut peut-être découpler la question de Robert Badinter, avocat de la peine de mort, ou contre la peine de mort, où il défend des gens qui sont objectivement coupables, qui ont reconnu les faits.
Alors, cela dit, pardonnez-moi Bertrand Saint-Germain, je suis en train de recevoir Bertrand Saint-Germain qui nous parle de Robert Badinter, et tout à l'heure nous recevrons au moment de l'addition à 9h07 Rémi Tel qui nous parlera de la politique des États-Unis. Et donc Bertrand Saint-Germain, sur cette question de Robert Badinter, le fait qu'un avocat de la défense réussisse à convaincre le jury de ne pas condamner à la mort, à la peine capitale, un assassin, bravo pour son talent. Il est bien normal que tout le monde soit défendu. La conviction des jurés leur appartient. Bref, autrement dit, on ne peut pas remettre ça en cause. Ce qui est important, c'est surtout au moment où on décide de supprimer ce qui couronne l'édifice judiciaire, qui est la peine de mort, c'est d'une certaine manière toute la pyramide des peines qui peu à peu va s'écrouler, parce que on enlève la peine de mort et donc juste après, c'est la détention à perpétuité qui paraît être intolérable. Et une fois qu'on enlève la détention à perpétuité, c'est les peines de prison longues qui sont intolérables, et puis c'est la prison elle-même qui devient intolérable. Autrement dit, en enlevant cette clé de voûte, c'est tout l'édifice judiciaire qui a été fragilisé. Tout à fait. Et d'ailleurs, il est même légitime de considérer, finalement, comme vous le résumez, que condamner quelqu'un à la réclusion criminelle à perpétuité, comme on peut le voir aux États-Unis notamment, c'est transformer la personne en véritable bête sauvage. Si vous mettez quelqu'un en détention à 30 ans, en lui expliquant qu'il va finalement, quoi qu'il fasse, quelle que puisse être sa rédemption éventuelle, qu'il va passer 40, 50, 60 ans en prison, finalement, il n'a plus rien à perdre. Il ne peut plus rien lui arriver. Et donc, c'est ouvrir le risque de personnages extrêmement dangereux qui pourraient être maintenus en détention. Et pour rejoindre ce que vous venez de dire, Robert Badinter, plus tard, se montrera hostile à ce qu'on appelle les rétentions de sûreté, c'est-à-dire la possibilité de maintenir en détention quelqu'un à l'issue de la peine lorsque son profil psychologique montre qu'il est toujours dangereux. Cette position est aussi compréhensible. Si quelqu'un a fini sa peine, on ne comprend pas qu'il s'agisse de ne pas le remettre en liberté. Cette peine a été adoptée en France. Mais on a effectivement, pour Robert Badinter, c'est un combat vraiment très fort, puisque un des arguments prononcés souvent sur la peine de mort, c'est il peut y avoir un doute et on pourrait exécuter finalement un innocent. Alors, il y a effectivement des innocents condamnés, sans doute, ce n'est pas la catégorie la plus nombreuse, mais dans les affaires dans lesquelles intervenait Robert Badinter, on était en présence de coupables, de gens ayant parfaitement reconnu les choses. Et ici, Robert Badinter s'inscrit finalement dans tout un courant de la politique pénale, de la philosophie pénale, ce qu'on appelle la défense sociale, ce courant qui voit dans le coupable, dans le délinquant et le criminel, d'abord une victime qui est victime de la société, victime de la malchance, victime du déterminisme, et une victime qu'il conviendrait de soigner, d'aider à se réinsérer. Voilà la principale ligne qui a été la sienne en matière de politique pénale et qui a infusé dans toute l'organisation de la magistrature jusqu'à aujourd'hui. Et puis, au-delà de cette dimension pénale, il y a effectivement son rôle politique qu'on a tendance à oublier. Robert Badinter n'est pas simplement un avocat, n'est pas simplement un avocat brillant, un avocat d'affaires, un avocat convaincu de la peine de mort, contre la peine de mort, mais c'est également un militant politique qui finalement, de sa première candidature en 1967 à sa présidence du Conseil constitutionnel qui se termine en 1995, puis à sa présence pendant 16 ans au Sénat, est un militant politique, est un militant de la gauche morale, est un militant d'un certain nombre de valeurs qui nous ont conduits dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, au regard de tout cela, on parlait de son entrée au Panthéon tout à l'heure, si on compare avec l'Église, on sait que dans le passé, on a réclamé le fameux Santo Subito, immédiatement saint. On n'a pas entendu la population demander immédiatement et avec unanimité la mise au Panthéon de Robert Badinter. On va revenir sur le sentiment de la population. Maëlys Clausel, vous aviez justement une question. Oui, justement, Bertrand Saint-Germain, vous avez dit tout à l'heure que la peine de mort, évidemment, avait condamné des innocents par le passé, c'est sûr.
évidemment. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie, l'ADN, etc., qu'on retrouve sur le corps des victimes, ou même lors de braquages, ou enfin, bon, peut-être pas une peine de mort pour un braquage, mais en tout cas, pour une victime, une victime, donc un jeune Français qui est assassiné, évidemment, injustement, avec toute cette technologie, etc., au final, aujourd'hui, le risque de se tromper est extrêmement faible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, pour les innocents condamnés, utilisons le conditionnel, mais simplement, oui, dans l'affaire Patrick Henry, Patrick Henry reconnaît l'assassinat de ce petit garçon de 7 ans, il le reconnaît, il n'y a aucun doute sur sa culpabilité. En plus, le comportement de Patrick Henry, qui avait été arrêté une première fois, puis relâché, avait expliqué devant les caméras, quand il était interrogé, que pour lui, celui qui avait fait un tel crime méritait la peine de mort. Patrick Henry, encore, qui connaissait l'enfant qu'il a assassiné, c'était une connaissance de ses parents. Donc ici, on est en présence de cas extrêmement graves et il n'y a absolument aucun doute. Alors après, la question, effectivement, est celle, est-ce qu'il faut recourir et aller jusqu'à la peine capitale? C'est une question avec des enjeux philosophiques et sociaux. Sous l'angle de la société, la question, finalement, c'est est-ce que la société peut se permettre de garder en vie un individu dont le comportement explicitement barbare l'a mis en dehors des règles de la société, en dehors des règles humaines. Voilà, la réponse est bien sûr individuelle, mais elle doit aussi être collective. Et ici, le danger qu'il peut y avoir à remettre en liberté à un moment donné, un tel individu doit être pesé fermement, et puis également aussi avec le coût et le danger d'une réclusion criminelle à perpétuité, et la société a le choix de répondre et l'image est malvenue, mais de trancher la question pour savoir si cet outil doit être la peine capitale doit figurer ou non dans l'arsenal répressif de la société. Alors la question justement a été tranchée par Badinter, par Chirac. Voilà, maintenant les seules personnes qu'on a le droit de tuer, et là aussi ça a été sanctuarisé par la Constitution, ce sont les fœtus humains. Merci Emmanuel Macron. On est en face d'un saint laïque, mais vous l'avez opportunément rappelé et justement rappelé, Bertrand Saint-Germain, on est en face surtout d'un homme de gauche sectaire, d'un homme de gauche qui a été un militant jusqu'au bout, qui a toujours choisi les mauvais combats contre les Français, et justement sa famille a expliqué que quand Robert Badinter, ce saint républicain, sera élevé sur les autels de la République, il était bien nécessaire que ce militantisme sectaire perdure et que cet exemple proposé à la nation soit surtout, une fois de plus, un exemple de division, puisque la famille de Robert Badinter ne veut pas que l'extrême droite assiste à la cérémonie. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui est censé être exemplaire et qui en fait n'est exemplaire que de la division qu'il provoque. Vous avez tout dit. Alors, et on peut penser, quand on voit le fonctionnement de la classe politique dans la droite plus radicale, que finalement certains se seraient fait une joie et un devoir d'aller à cet enterrement à cette mise au Panthéon de Robert Badinter. Et là aussi, c'est vraiment ne prendre qu'un aspect de la personnalité et de la vie de Robert Badinter, éminemment défendable. De ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté à avoir, mais avec l'ensemble de son œuvre, du militant politique qui a cherché à enlever à l'État ses possibilités d'action contre l'immigration, d'un militant politique qui a toujours œuvré finalement dans la ligne, quasiment toujours œuvré dans la ligne qui est celle encore aujourd'hui du syndicat de la magistrature. Alors, pas tout le temps dans sa vie, il y a eu des moments où le syndicat de la magistrature, notamment à la fin de la vie de Robert Badinter, trouvait que celui-ci était devenu trop modéré. Mais on a vraiment ce militant politique, ce militant de gauche, qui a fait, je dirais, beaucoup de mal à la France, au-delà de la seule question de la peine capitale. On peut penser dans les projets qu'il a initiés, donc la réforme du code pénal, tout imprégné de l'idéologie de la défense sociale. On peut penser à la saisine individuelle de la Cour européenne des droits de l'homme en 1981. On peut penser à la manière dont il a fait du syndicat de la magistrature l'artisan clé des nominations au sein de la chancellerie.
On peut penser à son rôle au sein du Conseil constitutionnel. Donc la balance est tout de même lourde et mériterait un examen attentif. Et cette personnalité de gauche, ce militantisme qui a été le sien tout au long de sa vie, et donc que l'on ne saurait lui reprocher en tant que tel, nous sommes nous-mêmes des militants, eh bien... On peut quand même lui reprocher d'avoir été dans l'erreur, Bertrand Saint-Germain. Oui, oui. Entre guillemets, son engagement, on peut le comprendre. De ce point de vue, on ne peut pas lui reprocher d'avoir un engagement. Mais effectivement, on juge l'arbre à ses fruits. Et l'arbre de la politique pénale de Robert Badinter, c'est la société qui nous est... Et les fruits de la politique pénale de Robert Badinter, c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une société de l'ultra-violence. Les fruits sont amers, c'est très net. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron choisit Badinter ? Quel est son intérêt personnel ? On a beaucoup de mal à penser qu'Emmanuel Macron puisse avoir une pensée qui ne soit pas entièrement personnelle. Pourquoi a-t-il besoin de marcher sur le cadavre de Badinter après tous les autres pour se grandir lui-même ? Eh bien, parce que en canonisant républicainement ce symbole, finalement, il redevient le président de l'unité nationale, en quelque sorte. C'est ce qu'il cherche à mettre en avant à travers des moments bien précis. C'est ce qu'il fait lorsqu'il essaye de se montrer chef de guerre, lorsqu'il va prononcer un discours devant des avions de chasse. Ici, il essaye de dépasser la petitesse de son quotidien, son isolement politique dans laquelle l'a mené sa politique, pour avoir ces moments qui lui permettant de se montrer au-dessus, d'endosser finalement un costume dont tout le monde voit bien qu'il est trop grand pour lui. Mais surtout, on a l'impression qu'il se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, une fois de plus, si je peux me permettre d'interpeller aussi familièrement le président de la République. On est quand même en face d'un homme qui s'apprête à panthéoniser celui qui a fait en sorte que la peine de mort n'existe plus, alors que les Français sont scandalisés par la manière dont la justice est rendue, alors que les Français, quand on leur demande s'ils aimeraient que la peine de mort soit rétablie, sont d'accord pour que la peine de mort soit rétablie. On a l'impression, en fait, qu'Emmanuel Macron, une fois de plus, dit aux Français « J'en ai strictement rien à faire de ce que vous pensez, vos inquiétudes n'ont pas lieu d'être, voilà, je vais vous forcer à admirer un homme qui, en fait, a fait en sorte que vous soyez réduit à cette société violente dans laquelle je m'épanouis personnellement, puisque, évidemment, je suis hors d'atteinte. » Évidemment, et de ce point de vue, le président de la République se met au-dessus de toutes ces basses contingences du quotidien. Finalement, la situation dans laquelle nous sommes, il en est aussi largement responsable et il se drape dans la tunique du saint Badinter, du saint laïque, en oubliant tout ce qui ne va pas, en essayant de montrer aux Français qu'il se trompe et que lui sait ce qui est bon pour nous. Après, sur la peine de mort, au-delà du caractère tout à fait personnel de l'opinion qu'on peut avoir sur la peine de mort, on pourra noter que il n'y a guère de parti politique qui, en tant que parti, réclame la réouverture d'un débat sur cette question. Mais ça, si les partis politiques étaient censés écouter les Français, ça se saurait. Il nous reste une minute, Bertrand Saint-Vincent. Oui. Est-ce que, si vous deviez résumer brièvement ce qu'il faut penser de Robert Badinter, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, un grand homme dont quelques actions symboliques parviennent à masquer l'immensité des effets négatifs de la politique qu'il aura menée. Voilà un joli tombeau, mais je vous en prie, continuez, on a encore un peu de temps. Voilà, la chose a été résumée en une vingtaine de secondes, mais c'est ça, c'est un combat fort contre la peine de mort, un combat encensé par la caste médiatique, et un combat qui parvient à masquer l'homme Badinter, la réalité de son action, d'un avocat qui a défendu les riches et les puissants, d'un ministre de la Justice qui a engendré la politique pénale néfaste d'aujourd'hui, d'un président du Conseil constitutionnel qui a enfermé et corseté l'action des gouvernants. Et dans ces trois domaines, on a quelqu'un qui a été à l'encontre de la volonté populaire. Il a donc participé au coup d'État des juges cherchant à museler la nation.
Voilà. Merci 1000 fois Bertrand Saint-Vincent. Saint-Germain, je rappelle que vous êtes auteur de Prendre les armes aux éditions Le Polémarque et je vous présente mes excuses les plus plates pour la manière dont j'ai écorché votre nom du début jusqu'à la fin. Je suis désolé Bertrand Saint-Germain. Elles sont tout à fait acceptées. Passez une bonne journée.